les podcasts Émo-Social. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Émo-Social. On est au lycée Roger Frison-Roche à Chavoigny-Mont-Blanc. Donc c'est un podcast sur la gestion des problèmes sociaux et émotionnels des adolescents à l'extérieur et à l'intérieur du lycée et du collège. Au courant de ce podcast, on va avoir des interviews, on va avoir des témoignages aussi d'élèves qui vont venir nous parler de leur expérience et on va pouvoir discuter de ces expériences, en débattre, trouver des solutions et essayer de découvrir du coup des nouvelles façons de comprendre comment on peut évoluer socialement. Donc dans ce podcast, on est ici avec Kylian Sculo en terminale. Ouais, merci Maëva, salut Sergio, et puis salut à tous ceux qui nous écoutent à la radio. Avec Sergio en surveillant. Oui, merci Maëva. Et je suis super content de commencer cet voyage avec vous dans les mondes de la gestion émo-sociale. Et on est aussi avec Amélie du coup, qui est prof à Saint-Jean-de-Bosco, qui va nous parler un peu de comment elle enseigne là-bas. Et salut. Et puis avec moi-même, Maëva Huard, qui suis aussi en terminale. Donc ce podcast, il a pour but d'être un endroit pour laisser les élèves s'exprimer. On trouvera ici des débats sans aucune note, mais où on s'exprimera vraiment sur les raisons et les solutions des différents sujets que nous aborderons. Et on essaiera de comprendre pourquoi on a certaines réactions vis-à-vis de certains sujets ou pas, pour rassurer tout le monde et améliorer notre efficacité scolaire. On va essayer de faire prendre conscience aussi à tous les adultes, tous ceux qui s'occupent de l'éducation et à nous-mêmes qu'il y a certaines règles et des comportements qu'on a acquis au fur et à mesure des années et de l'habitude qui sont pas forcément utiles et qui peuvent même s'avérer être néfastes pour notre éducation et en conséquence pour toutes les interactions sociales qu'on va avoir par la suite. Donc aujourd'hui, on va commencer notre premier sujet en parlant de la critique. Alors déjà, on peut se demander, c'est quoi la critique ? Pour moi, la critique, c'est le fait de prendre une situation ou quelque chose que quelqu'un a fait et de lui dire comment la corriger, comment s'améliorer en fait. Et tu penses qu'il y a certaines critiques qui peuvent être négatives ? Moi je pense que oui, en effet, la critique elle peut être à double tranchant. Donc ça dépend de plusieurs facteurs. Déjà, qui la reçoit cette critique et de qui la reçoit. C'est-à-dire qu'une critique ça peut être super avantageux, on peut apprendre plein de choses, comprendre comment évoluer et s'améliorer socialement. Mais si cette critique elle est mal reçue ou qu'elle est envoyée d'une personne mal intentionnée qui a pour seul but de critiquer pour critiquer, qui n'a pas une critique constructive, ça peut totalement nous détruire et nous faire remonter en arrière dans nos objectifs. Donc voilà, il faut vraiment prendre la critique de façon positive et surtout utile. Bon, pour moi, je pense un peu que la critique, on la utilise toujours dans un moment tenu, on va dire en colère. Et c'est pour ça qu'elle est censée être négative, quoi. On va dire que c'est la façon aussi de se communiquer en colère, en énervé, que ça sort quand même la critique. Pour moi, c'est important dans la tranquillité, dans les calmes, des discussions avec des potes, avec des groupes, c'est un problème social, n'importe quel, dans la cour, dans la vie. Pour moi, c'est important de se regarder dans les yeux, tranquille, bon, regarde. Ta réaction, ça me fait ça mal. Du coup, je pense que je vais te donner cette opinion négative. Du coup, la façon comme récepteur, c'est différent que si tu le dis en colère. C'est sûr, c'est vrai que c'est quelque chose... déjà, quand on parle du mot critique, c'est vrai qu'on voit pas l'aspect positif. On va plus dire... tiens, voici quelques façons de t'améliorer, mais on va pas appeler ça une critique. C'est vrai que c'est quelque chose qui est hyper connoté négatif dans la société et hyper violent. Et c'est pour ça justement que j'aimerais revenir sur le côté que ça a été entre guillemets mal mis, mal arrangé dans un côté négatif, mais pour moi la critique
Encore une fois, si elle est bien intentionnée et qu'elle est faite pour être constructive et qu'elle n'est pas là juste pour insulter ou dégrader, elle est très utile et elle nous permet vraiment d'avoir un avis extérieur sur nous-mêmes qui nous permet du coup de pouvoir comprendre nos problèmes qu'on ne comprend pas forcément tout seul et d'évoluer à travers du coup ces critiques. Bonjour, comment tu t'appelles? Queer. Ok, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta réponse quand il y a quelqu'un qui te critique? Je réponds pas. Tu ne réponds pas à sa critique? Ouais. Mais quand même, tu penses quoi de sa critique? Bah c'est pas gentil. C'est pas gentil, il y a quelqu'un qui te critique? Ouais. Pourquoi? Bah et tout. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui donne un avis extérieur de ton comportement, de comment tu gères ta vie, peut-être c'est constructif. Bah je sais pas, tu bases ta vie sur son principe et lui il te critique donc c'est pas cool. Du coup, c'est pas cool quelqu'un qui te critique. Bah ça dépend, la critique elle est positive ou négative. La critique, elle est négative dans ces cas. Bah non, c'est pas cool parce que toi, bah, depuis que t'es petit, tu vis comme ça et lui il dit bah c'est nul ce que tu fais. Ok, et tu penses qu'il faut gérer cette critique comme une attaque? Non, non. Il faut gérer comment cette critique? Bah faut essayer de la prendre positivement. Et tu le prends comment positivement, si c'est négatif? Bah tu te dis ça fait depuis longtemps que je vis comme ça et le mec il me critique, peut-être qu'il y a quelque chose que je fais mal. Donc du coup tu essayes de rebondir et de savoir pourquoi il t'a dit ça. Ok, peut-être il faut trouver cette critique comme un truc, un avis extérieur de comment tu es et quand même le prendre et réfléchir et peut-être il a raison quoi. C'est ça, c'est ça. Du coup, est-ce que tu as appris quelque chose maintenant? Oui. T'as appris quoi? Je sais pas. Bah, j'ai appris qu'il fallait bien réagir aux critiques. Oh bon, tant mieux. Allez, merci, tais-toi. Merci. Au revoir. Du coup, la question dans cette situation, c'est comment on peut éduquer les élèves, les adultes même, pour être, on va dire, réceptibles à une critique, même si c'est dans un moment un peu tendu. Comment on peut démarrer en éducation pour comprendre qu'une opinion négative, c'est une opinion négative sans faire mal exprès, c'est un avis extérieur. C'est déjà peut-être qu'on pourrait commencer par tout de suite voir qu'il y a un moment tendu qui se prépare et essayer de commencer par le désamorcer. Et justement, après l'avoir désamorcé, pouvoir se dire tranquillement voilà, je voulais te critiquer à propos de ça, ça m'a énervé. Tout faudrait vraiment la communication, en fait, communiquer et essayer de plus être dans ces états de colère où la critique part de façon violente. Et dans ce cas-là, je pense que elle peut très bien être reçue de façon positive si aussi elle est accompagnée de conseils, parce que juste dire t'es nul en dessin par exemple, ça va pas être très constructif. Il faut dire je pense que tu pourrais t'améliorer sur ce point-là, c'est plus positif et puis c'est plus utile pour la personne. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve d'abord que c'est vrai que c'est très important pour moi la préparation du terrain, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant de critiquer quelqu'un, même si on est dans un moment tendu, il faut savoir y mettre les formes. Et pareil, voilà, pour moi, une critique, elle sert à rien si elle n'est pas argumentée. Une critique, juste une critique lancée comme ça, elle n'est pas utile. Une vraie critique qui est utile, c'est une critique qui a un argumentaire, où on dit pourquoi on critique pour ça, en donnant peut-être des exemples, des choses comme ça. Et aussi, comme tu disais, avec des conseils. Parce qu'une critique, pareil, on le dit depuis tout à l'heure, elle est là pour nous faire évoluer. Donc si on ne nous donne pas les clés pour avoir cette évolution après la critique, au final, elle n'a pas grand intérêt, cette critique. La communication est importante comme émetteur et comme récepteur. Enquête du bonheur. Ok, donc là on va vous présenter des enquêtes de bonheur. Alors les enquêtes de bonheur c'est quoi? C'est une enquête que Sergio entre autres il a mis en place pour essayer de comprendre à la source directement, c'est-à-dire chez les lycéens et les collégiens, qu'est-ce qu'ils pensent de plusieurs questions. Donc il
il y a beaucoup de questions qui sont posées. Qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce qu'on pourrait changer à l'éducation de nos parents ou à l'éducation à l'école ? Qu'est-ce qui ne nous convient pas ? Et qu'est-ce qu'on pourrait, selon nous, y améliorer ? Voilà, donc on va en lire 2 et puis on va essayer de voir du coup qu'est-ce qui revient et qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre avec les avis qui sont donnés. On en a lu 2 et on a vu que ce qui revenait souvent, en tout cas dans ces 2-là, c'était le fait de se comparer aux autres, le fait d'être toujours en compétition avec les autres, notamment à l'école, depuis tout petit. Et puis le fait que ça mette une grosse pression et que ça permette pas forcément de pousser l'élève vers une amélioration. Oui, dans cette 2, un code des bonheurs, sont du fil des 3e. Du coup, on peut bien voir qu'il écrit quel est prof, il les compare par rapport à ses notes. Du coup, ça c'est déjà comment on peut modifier un peu la communication du prof, comment on peut modifier un peu la communication des parents. Parce que c'est facile, hein. Il est là, c'est très facile de faire l'erreur de comparer sans avoir un sujet négatif. Toujours de la comparaison, c'est un truc négatif parce que la personne qui est moins, qui est pire, il y a toujours un lien négatif. Du coup, qu'est-ce que vous pensez, comment on pourrait élever cette perception négative de la personne qui est moins fort, qui est moins vite. Il y a aussi quand même la perception de l'autre côté, qu'il est plus vite, qu'il est plus fort. Cette fierté, des fois, lui-même, il peut les gérer de façon un peu trop fière par rapport aux autres et arriver et dire « moi je suis mieux que toi ». Du coup, c'est un sujet assez compliqué pour gérer dans la jeunesse, la petite enfance. Moi, je dis toujours comme père de famille que ça commence tout par là. Et accidentellement, on dit toujours bon, regarde, aujourd'hui, cette fille, elle est sage et toi non. Ça, c'est une erreur. Bon, tous les parents qui m'écoutent maintenant, ils sont assez d'accord avec moi. Du coup, comment on peut modifier, comment on peut réparer ce sujet ? Il y a plusieurs solutions. Après, c'est vrai que je trouve que c'est quand même vraiment très compliqué. Déjà, c'est vrai que je pense que aujourd'hui les notes, c'est important qu'elles soient là parce qu'il faut qu'on puisse s'évaluer. Et je pense que c'est une solution assez bonne pour pouvoir s'évaluer, comprendre où est-ce qu'on en est. Mais je pense que ces notes, elles sont utilisées à mauvais escient. Parce qu'on utilise ces notes aujourd'hui au collège et au lycée comme une sorte de finalité, alors qu'on devrait plus voir ça comme une jauge de niveau, c'est-à-dire que bon, on est là, on est à un très bon niveau ou alors à un très mauvais niveau, mais même si on est à un très mauvais niveau, on a une marge de progression qui est là et qui est pas négligeable, quoi. Donc il suffit d'avoir un accompagnement et surtout d'avoir des encadrants, des professeurs, et nous-mêmes aussi, il faut y mettre du sien bien sûr, mais il faut qu'on garde cette motivation malgré des notes qui baissent ou qui stagnent ou qui sont pas à notre goût. Pour moi, c'est très important surtout de se dire que même si nos notes sont mauvaises et sont moins bonnes que certains, il y a une marge de progression. Et ce qui compte au final, on parle beaucoup de la moyenne tout le temps, mais ce qui compte pour moi, c'est les dernières notes. Parce que le plus important, c'est comment on est à l'instant T et pas comment on est depuis le début de l'année. Donc pour moi, c'est une des solutions à mettre en place pour enlever cette comparaison par rapport aux notes. Moi, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il y a aussi le fait que à chaque fois qu'on nous rend nos contrôles, le premier truc qu'on regarde, c'est la note. Et on s'arrête à cette note. Alors qu'en fait, le professeur, la plupart du temps, il a quand même noté des pistes d'amélioration justement dans son contrôle. Et ça devrait être ça qui nous intéresse. En fait, on devrait regarder ces pistes d'amélioration et se dire, ok, en fait, j'ai perdu ces points-là comme ça. Mais la prochaine fois, je ne vais pas les perdre puisque je sais que j'ai fait cette erreur-là. Donc, au prochain contrôle, je vais pouvoir éviter de la refaire. Et puis... ensuite, une autre chose, c'est justement la note, comme tu disais, en fait la note c'est notre niveau à un instant T. Peut-être que ce jour-là on ne se sentait pas très bien, ou peut-être que justement on est fort en maths, mais bon, ce chapitre-là il nous a pas trop plu. Alors il faut chercher quand même à se réaméliorer après, mais c'est pas pour autant qu'on est nul et qu'on va rater notre vie. Il faut aussi arrêter d'extrapoler ça et de
complètement étendre ça à notre vie entière. En fait, c'est une note parmi tant d'autres. Pendant notre scolarité, on en reçoit des milliers, des millions peut-être, je sais pas, mais on est tellement noté tout le temps que finalement, cette note-là, est-ce que dans 10 ans, elle vaudra toujours quelque chose ? Non. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en fait de cette note, c'est ce qu'on en fait de ce contrôle des erreurs qu'on a fait. J'ai vu un enquête de bonheur qui dit, certains gamins qui disent moi j'ai travaillé beaucoup à la maison et à la fin j'avais une mauvaise note et pour moi c'était pas assez bien par rapport par tout le temps que j'ai dépensé en train de m'efforcer pour avoir une bonne note. Du coup, comme on vient de te dire, Eva, c'est génial. J'avais pas pensé à ça, non? Comment tu te sens aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, tu as une mauvaise journée et même tu as un contrôle. C'est pas le meilleur moment hein, pour faire un contrôle. C'est surtout comment les profs et les parents ils gèrent cette mauvaise note, entre guillemets. Parce qu'en fait, quand tu as une mauvaise note, il y a des parents qui disent « Bon, mais en fait, tu n'étais pas fort en maths, mais quand même, tu as eu un 6. Hein, 5, une note un peu basique, mais je sais comment je suis ton père, je sais que t'es pas fort en ça, je suis quand même fier de toi. Après, si tu as une mauvaise note, il faut quand même valoriser les autres métiers, les autres façons de faire dans la vie, et peut-être tu es une personne sociable. Du coup, il n'y a pas de contrôle comment tu es socialement avec la vie. Du coup, il y a des choses qu'il faut renforcer quand tu donnes une mauvaise note. Du coup, pour moi, les profs, peut-être arriver, bon, j'ai bien compris qu'est-ce que tu as écrit, peut-être il faut améliorer un peu ça, mais pour moi, par rapport à comment tu es, comment je te connais, je sais que toi, tu n'aimes pas ça, que tu n'es pas motivé par rapport à ça. Pour moi, il faut donner quand même une opinion positive par rapport à cette note pour éviter de renforcer la mauvaise note pour se comparer avec les autres, comme ça, être un peu déprimé parce que maintenant je suis mauvais. Du coup, il faut toujours, comme on a dit déjà avec la critique, que les parents et les profs ils disent quand même un conseil qui dit un truc positif, constructif, quoi. Ah mais c'est sûr. Et moi je pense aussi, comme tu disais, c'est vrai qu'il y a des grosses inégalités au niveau de la compréhension, de la rapidité d'apprentissage. Et moi je pense qu'il y a quelque chose qui entre en jeu quand même. Après je suis pas un spécialiste de l'éducation, mais c'est les méthodes de travail qu'on a, quoi. C'est-à-dire que je pense que si ça marche pas, un contrôle, s'il marche pas, s'il y en a plusieurs qui marchent pas, il faut commencer à se dire bon, j'ai beaucoup bossé, ça marche pas, alors pourquoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Pas se dire ça marche pas, donc je suis nul, donc faut que je me réoriente. Pas forcément, c'est peut-être qu'on a une méthode de travail qui ne nous convient pas, on n'a pas encore trouvé la bonne, celle qui nous permet d'apprendre bien, et donc on n'arrive pas à optimiser totalement notre temps de travail. Et vu qu'on n'a pas énormément de temps de travail, si on l'optimise pas, forcément, c'est pas rentable, quoi. Moi, j'ai une question à vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez des profs qui notent très dur et des profs qui notent justement peut-être trop gentiment? Est-ce que vous pensez que dans un cas c'est bien, pas bien? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça dépend beaucoup. Je pense que le mieux, de toute façon, c'est un prof qui note bien. Après, il y a des points positifs et des points négatifs. Je pense qu'un prof qui note trop facilement, il n'y a pas grand intérêt. À part, peut-être se dire, oui, il y a le contrôle continu, c'est bien, ça nous fait une bonne moyenne, mais en soi, ça nous apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que laisser couler toute l'année, se dire, c'est pas grave, j'ai des bonnes notes, c'est cool, mais en cours, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça, mais en cours, on n'est pas là pour avoir des bonnes notes. À la base, on est là quand même pour apprendre et pour ressortir, grandir, évoluer. Donc si on y va, qu'on laisse couler, qu'on a des super notes sans rien faire, sans rien apprendre, juste parce qu'on nous dit des trucs qu'on sait déjà et qu'on nous note sur des trucs qu'on sait déjà, c'est pas très intéressant. Après, un prof qui note trop dur, déjà noter trop dur pour moi ça veut pas dire grand chose. Pour moi il y a deux types de profs, il y a des profs qui font des évaluations difficiles, ou il y a des profs qui ont aussi, certains qui ont des cours il n'y a pas de cours mauvais, mais qui ne conviennent pas à certains élèves. Et donc forcément, ça rend des choses vraiment
très compliquées alors qu'elles ne devraient pas l'être parce qu'on ne comprend pas tout simplement des manières d'expliquer ou quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise notation, c'est un ensemble, quoi. Il faut réussir à être objectif et encore une fois du coup constructif dans les notes. En fait, ça me vient maintenant un sujet, je n'avais pas pensé, mais ça c'est l'objectif du podcast, de parler son note, parce que tu commences à ressortir des choses du cœur. Du coup, maintenant, comme père de famille, j'y pense, des fois j'ai mis en place au collège, quand il y a quelqu'un, j'ai vu quelques élèves qui sont super forts en tout, hein. Mais tu dis, waouh, c'est génial. Du coup, tu le vois comme un truc, quoi, génial. Après, tu le vois quand même hein, dans la cour, un peu isolé. Tu les vois dans l'étude, hein, toujours en train de travailler. Tu les vois jamais dans la rue. Est-ce que cette fille, elle est heureuse? Là, peut-être, si les profs, les CPE, ils voient qu'il y a quelqu'un assez super efficace, mais en même temps, tu le vois qu'il n'a pas assez de vie sociale, qu'il n'a pas assez des amis, que tu le vois isolé dans la cour, peut-être il faut lui demander s'il est content quand même d'avoir. Il y a des gens que oui, mais comment tu peux trouver l'autre côté? Ils sont assez pas trop forts à niveau social. Du coup, moi, je peux m'inquiéter si c'est ma fille. Hein. Si je les vois tout le temps, les week-ends, elle ne sort pas, il fait qu'étudier. Il est vraiment important d'avoir la vie sociale, d'avoir des amis, parce que le bonheur, c'est quand tu partages. Non, tu peux être à Maldives, dans les paradis, dans un resort, mais si tu es tout seul, je suis pas trop content quand même. Du coup, pour moi, c'est important aussi que peut-être, même moi, comme assistant d'éducation, qui va voir s'il est content, cette fille, cet garçon, même avec cette super note. Du coup, comme mon père de famille, oui, je suis super fier de ma fille, mais s'il n'a pas des amis, Moi, je pense qu'effectivement, je vais peut-être parler de mon cas, mais c'est vrai qu'en seconde et en première, j'avais pas forcément trop d'amis, en tout cas pas autant qu'en terminale. Et j'avais des très bonnes notes pour autant, mais j'étais pas très heureuse. Et c'est vrai que cette année, je suis vraiment beaucoup mieux, je suis hyper heureuse. J'ai découvert plein d'amis au cours de mon année de première, au cours de mon année de terminale aussi. Et donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est hyper important, et maintenant je me rends compte. Et ça m'aide à travailler, à garder la motivation aussi, à croire en mes rêves. Et donc je pense que c'est vraiment très important. Et depuis que tu as plus de vie sociale, tu as des notes un peu pas forcément. pires? Ok, Pas forcément. C'est une question même comme ça. Ouais, c'est intéressant alors de voir que du coup la vie sociale n'empêche pas d'avoir des bonnes notes. Et oui, je pense que pour avoir cette vie sociale, ce qui est intéressant justement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de trouver des passions et des gens qui ont ces passions communes avec nous. Parce que le problème, c'est que certaines fois, je parle pas de ton cas spécialement, mais j'ai déjà eu des cas comme ça, surtout au collège, où il y a des gens qui étaient définis par leur moyenne et par leurs bonnes notes. Et donc, forcément, personne n'a comme passion, enfin, pas grand monde n'a comme passion dans la vie les bonnes notes. Donc, c'était compliqué de trouver des points d'intérêt, des points communs avec certaines personnes. Alors que si on arrive à se détacher de ce côté scolaire des notes, une fois qu'on sort de la classe, on n'y est plus. Et on cherche, on a une vraie personnalité hors de l'école. Et pour moi, c'est ça qui est important et qui peut aider vachement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Maëva, si t'as senti le changement. Et puis voilà. C'est sûr, quand surtout, on est dans un lycée qui fait du ski. Quand on est à l'internat, je suis avec des filles dans la chambre, on fait quasiment tout du ski de fond. Forcément, ça rassemble. On se rejoint en compétition le dimanche. On est ensemble, on tourne ensemble. Et effectivement, c'est bien, ça permet aussi de se changer les idées, de pouvoir discuter d'autres choses. Faut trouver des centres d'intérêt en commun. Et puis pour ça, je pense que aussi les adultes peuvent aider parce que parfois,
on voit que l'élève est seul, on apprend un peu à le connaître quand on est adulte. Et puis on se dit, ah mais tiens, il y a celui-là, t'as peut-être jamais osé l'approcher, mais en fait, lui aussi joue du même instrument que toi, ou il fait ça aussi. Et peut-être justement que les adultes ont peut-être plus cette facilité-là, ou même les élèves, à se dire, ah mais tiens, tu me fais penser à lui, je pense que vous entendriez bien. Et franchement, c'est génial, quoi. Parce que justement, en seconde, moi, je pensais vraiment ne jamais retrouver d'amis dans le lycée. Je pensais avoir fait le tour de tout le lycée. Mais en arrivant en première, les premières semaines, il y a une amie à moi qui était dans ma classe par hasard. Et puis, elle m'a présenté à 3 autres filles. Puis, c'est parti pour toute l'année de première. Et de terminale, j'étais devenue super pote avec elle parce qu'elle s'est dit, tiens, elle irait bien avec ces filles-là. Ouais. Donc voilà, le rôle qu'on pourrait jouer aussi pour les autres là-dedans. Bon, on a bien exprimé. C'était intéressant, franchement, vachement bien. Et on est aussi avec Amélie du coup, qui est prof à Saint-Jean-de-Bosco, qui va nous parler un peu de comment elle enseigne là-bas. Alors première question, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et dire comment du coup tu enseignes à Saint-Jean-de-Bosco, comment ça marche dans ta classe ? Alors, moi c'est Amélie Toussaint, je suis professeure au collège Saint-Jean-de-Bosco, en SVT, j'ai 2 niveaux, 6e et 4e principalement. J'essaye d'être en accord avec mon enseignement, c'est-à-dire que les SVT sont assez particuliers dans le sens où toutes les sciences sont apprises par les erreurs, et que dans notre éducation, on n'apprend pas forcément par l'erreur. Ce qui fait que je suis un petit peu en opposition avec la notion des notes et que j'essaye plutôt d'être en compétences, avec un ensemble de compétences, pour réussir à valoriser les élèves et ne pas avoir peur de l'erreur, et en tout cas d'avancer face à l'erreur. Ok, parfait. Et du coup, tu mets des compétences aux élèves, donc c'est sous quelle forme que ça se met ? C'est des compétences qu'on trouve justement dans tous les systèmes d'évaluation, que l'on a sur Pronote, sur École Directe. Voilà, en fait, tout l'enseignement est régi par des compétences que les professeurs cherchent à faire acquérir aux élèves. Et l'idée, c'est justement d'évaluer ces compétences. Est-ce que tu as vu un changement d'attitude, de motivation dans l'élève ? Alors, j'ai changé d'établissement à ce moment-là. On m'a laissé justement la possibilité de fonctionner comme ça. Le problème, c'est qu'il y a quand même tout un ensemble de systèmes où ils fonctionnent avec les notes, donc ils sont un peu perdus quand ils n'ont pas les notes. Mais, par exemple, là, j'ai rendu des copies hier. Donc, il y a 4 seuils, enfin 4 niveaux. Il y a insuffisant, fragile, satisfaisant et excellent. Et j'essaye toujours d'évaluer plusieurs compétences. Ce qui fait qu'ils peuvent se retrouver avec un fragile, ce qui, en termes de notes, n'est pas excellent. Mais s'ils se retrouvent avec un satisfaisant, ils sont quand même super contents. Et donc, en fait, ça alimente l'estime de soi. Quand il y a un conseil de classe, c'est quoi la réaction des parents, des profs, des élèves, des délégués, de tout le monde? C'est quoi comment les gens réagissent? En fait, c'est un système qui existe déjà, puisque là, au collège ou au lycée, quand tu mets une note, tu mets aussi les compétences. Tu es obligé de savoir quelles compétences ils ont travaillé, puisque quand tu arrives au brevet, tu dois avoir travaillé un ensemble de compétences. Donc c'est quelque chose qui fonctionne à 2. Je ne suis pas la seule professeure à fonctionner seulement en compétences. Après, le seul côté négatif qu'il peut y avoir au niveau des élèves, c'est qu'ils me demandent souvent si c'est un impact sur leur moyenne. Et du coup, il y a toujours un peu ce rattachement à cette évaluation globale que j'essaye un petit peu d'inhiber en leur parlant des appréciations. En fait, au brevet, ce sont les compétences qui sont évaluées et non les notes. Ce qui est un peu différent, par exemple, quand on arrive au lycée avec Parcoursup. Où là, Parcoursup, c'est essentiellement de la note. Ça met une pression affreuse aux élèves où, en fait, ils doivent
répondent vraiment à... Enfin, ils n'ont pas le droit à l'erreur, sinon ils n'ont pas les écoles et l'orientation qu'ils souhaitent par la suite. C'est vrai aussi, ce que je trouve bien aussi du coup avec toutes les compétences, c'est contrairement à la note, où cette note du coup elle va rester, et si on rate une éval, on a un 5 ou un 6, et bah elle est là toute l'année, alors que la compétence justement, si on l'a pas acquise, et bah, Elle peut être retravaillée. on peut être retravaillé et justement l'avoir plus tard, donc ça c'est vrai que je trouve que c'est plutôt pas mal comme alternative. Ouais. C'est sûr que oui, Parcoursup, là-dessus, il faut savoir ce qu'on veut faire ou alors ça fait perdre tout de suite beaucoup de temps, beaucoup d'années. Et tu penses que c'est amené à évoluer comment ce système de compétences ? Parce que moi, c'est vrai que j'étais du coup à Bosco et au début de ma scolarité, j'avais pas ça, c'est arrivé un peu plus tard. Et tu penses que c'est amené encore à se démocratiser ou... Ça évolue doucement, on est quand même très attaché à la note. Et de toute façon, le système d'enseignement, le système éducatif met beaucoup de temps à changer. Et de faire comprendre, par exemple, à un directeur que l'erreur est un apprentissage, même l'essentiel de l'apprentissage, c'est très compliqué. En fait, quand on est scientifique, on le comprend. Quand on vit sa vie, parce que tout simplement, dans la vie, c'est l'école de la vie. Quand on se trompe, on apprend pourquoi on s'est trompé et on recommence. Et en fait, de fonctionner comme ça, c'est aussi apprendre à ne pas baisser les bras et à retravailler pour justement se perfectionner. Ok, ouais, donc tu sens qu'il y a une reprise quand même de motivation en mettant plutôt des compétences que des notes. Ok. Ça catégorise moins les élèves. Ouais. Et bon, moi, même si c'est pas possible que j'ai une maîtrise sur ça, je permets pas aux élèves de comparer leurs notes, leurs compétences. J'explique que l'objectif n'est pas dans un système de comparaison, parce que la comparaison amène à la domination. Donc, c'est-à-dire que j'ai une bonne note, je suis meilleur que toi, Et dans ces cas-là, je leur illustre, je leur pose la question, quel est le plus fort entre un champion du monde de pétanque et un champion du monde de snowboard ? C'est quel ? C'est vrai que c'est compliqué à répondre. Ouais. Voilà, c'est qu'en fait, on est différents. Ouais. Je pense que c'est le plus gros atout des compétences, quoi. C'est qu'on est vraiment... On n'est pas bloqué sur c'est binaire, c'est bon ou c'est mauvais. Exactement. On sait là où on est bon et là où on peut progresser, donc c'est vrai que ça c'est pas mal. C'est assez un sujet cool parce que quand tu fais pas cette qualification, il n'y a pas cette comparaison. On peut garder la motivation, mais aussi tu donnes l'utile de que chacun il doit s'accepter comment ils sont. Mm-hmm. Et ça les donne dans la vie un estime en soi. Du coup, par rapport à l'efficacité scolaire, ça devient cool, mais aussi pour la recherche du bonheur, la compréhension de toi-même. Un des objectifs de l'enseignement, c'est de s'améliorer tous les jours, un peu comme dans la vie. Mais pour s'améliorer, il faut être motivé. Et justement, ça passe exactement ce que tu soulignais par l'estime de soi. Et être encouragé, c'est vraiment une notion très très importante. De même, dans l'estime de soi, il y a un peu le décloisonnement. J'attaque un autre sujet, mais il y a le cloisonnement des matières. On fait des maths, on fait du français. Les maths et français, c'est hyper important. L'art plastique, ça sert à rien. Et ce cloisonnement, il est néfaste à l'ouverture des intelligences. C'est vrai que l'ouverture des matières est plus amener à l'ouverture d'esprit, tout essayer et puis voir ce qui est bien. Je pense que c'est important. Ouais. Et les grands humanistes étaient justement des philosophes, des mathématiciens, des artistes. Ils n'étaient pas une matière. Et on pense mal si on pense seulement une matière. Ah, c'est sûr. Puis même, je pense qu'il y a des matières qui peuvent nous apporter, même si on ne pense pas à la base, exactement, dans d'autres matières sans qu'on le voit au premier abord. Exactement. Et est-ce que tu penses du coup qu'il n'y aurait pas des émotions ou des choses comme ça qu'on pourrait travailler en classe pour mieux apprendre ? Je pense qu'il faut sortir justement d'une extrême sévérité et une répression,
Et je pense par exemple que le rire est très important à l'apprentissage. Le rire oxygène le cerveau et c'est là où on retient. Parce que c'est un beau moment, parce que c'est agréable. Et le stress, justement, empêche à l'apprentissage. Non, mais ça, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est vrai que c'est bien parce que tous les cours où justement c'est plus ludique, où c'est les cours où on apprend le mieux, quoi. Alors que les cours où c'est vraiment du théorique, où on écrit, où il en faut, parce que sinon on peut pas tout apprendre, mais c'est vrai que oui, je pense que ça apporte en plus le fait de travailler sur des émotions, des changements d'ambiance, tout ça. Le cours il est moins monotone au fil de l'année et puis on peut plus bouger sur des choses comme ça, donc c'est vrai que je pense que c'est pas mal intéressant aussi. Oui, c'est vrai que quand il y a un prof qui est en place je sais pas, j'ai mis l'exemple d'un prof d'histoire qui est en place de prendre son livre et dit toutes les dates, bon, l'année, machin, boum, 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 boum. C'est bien quand il y a un prof d'histoire qui te raconte une histoire comme si toi tu es un enfant, non? Donner un peu de l'émotion des sujets. L'émotion, ouais, c'est l'intérêt aussi, quoi. Du coup, ça suscite plus d'intérêt, et puis si on est plus intéressé, forcément, on comprend mieux, on retient mieux, quoi. Donc c'est sûr. Et je pense que oui, l'humour devrait être nécessaire en cours. Le fait de rire. Bon, génial, comme ça on ferme bien c'est l'entretien. parfait, nickel. Merci Amélie de nous accompagner dans merci cet beaucoup à vous. chapitre. Et bon, on reviendra vers vous très tôt. Utile communicative. Pour la dernière section, on va vous donner un outil communicatif pour mieux gérer la vie sociale. Bon, on en a donné beaucoup pendant cette interview, enfin pendant ce podcast. Mais du coup, je pense que ce qui est important, voilà, pour repartir sur la critique, c'est que de ne pas voir les critiques, encore une fois, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui est pas constructif et qui est là pour nous rabaisser. Il faut vraiment justement voir ces critiques comme quelque chose, encore une fois, de constructif et de les accepter, ces critiques. Je dirais le plus important, c'est d'accepter la critique et d'essayer de se remettre en question par rapport à celle-ci, quoi. Du coup, s'il vous plaît, acceptez-le positivement. Merci bien et puis à la prochaine tout le monde. Bon, à la prochaine tout le monde, merci pour nous écouter. On viendra avec un nouveau sujet dans les prochains chapitres. Si tu veux plus de contenu sur tout ce qui est émotionnel et société, suis-nous sur Instagram, c'est Émosocial Podcast. Hop là, parfait. J'adore. C'est bien, hein.